Salut, mon Raph, et bienvenue sur le podcast Au-delà du succès. Merci beaucoup. 1 question que j'aime beaucoup poser à mes invités, c'est parce que j'invite pas n'importe qui, j'invite, des gens que j'apprécie, sache-le. Est-ce que tu te rappelles de comment on s'est rencontrés? On en a parlé il y a pas longtemps, donc c'est un peu de la triche, mais si tu devais le raconter à Alors quelqu'un oui. qui ne nous connaît pas ou qui ne te connaît pas en tout cas. Ouais, alors c'est tu me corrigeras si je raconte mal l'histoire, mais il me semble que c'était à l'époque dans un programme qui n'existe plus, qui s'appelle l'incubateur 56 de Squared, qui était une sorte de mastermind slash incubateur pour entrepreneurs, qui étaient déjà lancés, mais qui avaient des gros besoins de pérenniser leur business, de structurer leur activité pour arriver à un certain niveau de chiffre d'affaires et à l'époque, moi, j'avais postulé, complètement par hasard, et par accident d'ailleurs, je sais pas si tu avais déjà raconté cette histoire, mais elle est assez marrante. C'était complètement un malentendu, pour devenir coach dans ce programme, sachant que moi, ça devait faire, peut-être 2 ans que je coachais, à côté et puis je suis arrivé, ils m'ont pris dans le programme pour coacher, pile au moment où toi, tu sortais de ce programme en tant que cliente. Tu avais été accompagnée et donc on avait créé une super connexion, mais ensuite on s'était un peu perdus et puis après, retrouvés par les chemins de la vie et c'est là qu'on est devenus amis donc Ouais. j'ai beaucoup de gratitude pour ce programme-là. Ouais, pareil, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, à Romain pour dire, c'est ouf parce que, peut-être on s'est parlé quoi 10 minutes, lors d'une table ronde Ouais, où, je t'ai parlé du human design et après on s'est plus mmh, vu, je pense pendant 2 ans, hein, quelque chose comme ça ouais, et par contre je t'ai reconnu, direct. Après on se suivait mais pas activement, ouais, on se parlait pas, trop en MP, je pouvais liker yes. des stories et tout mais et on s'est recroisés effectivement à l'événement de Tony Robbins à Birmingham. Mmh, Quelle expérience de ouais, ouf. la réunion de l'espace et c'est Ouais, là que ouais, qu'on s'est vraiment rapprochés, ouais, grave et depuis, une amitié est née. absolument, avec le grand plaisir. J'adore. Si tu devais te décrire à quelqu'un qui ne te connaît pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Hem, Probablement que l'un des fils conducteurs de ma vie et de qui je suis, c'est vraiment la curiosité. C'est-à-dire depuis que je suis petit, tu vois, j'en parlais avec ma mère l'autre jour, qui me disait, «Tu faisais que poser des questions sur le fonctionnement des choses, sur pourquoi les gens ils se comportent comme ça, et donc depuis toujours j'essaye de comprendre, et de make sense de choses qui se passent autour de moi. Et donc, en fait, cette curiosité, ben, c'est un peu elle qui a drivé, une grosse partie de ma vie, on va dire, à partir d'après le lycée. Parce que, bon, avant le lycée, j'avais, tu vois, une vie assez classique d'étudiants et collégiens et lycéens. Mais après, très vite, une fois que je suis rentré en école, je suis parti à l'étranger pour explorer justement d'autres cultures. Après mes études, je suis revenu à Paris, puis je suis parti à New York très vite, pareil pour, changer de vie et aller voir ce que ça faisait de vivre aux US. Puis ensuite, j'ai eu une vraie curiosité pour l'humain et la psychologie qui m'a fait me tourner vers le coaching et c'est vraiment le fil conducteur, tu vois? Moi, je dirais que je suis un éternel, curieux qui a un gros besoin de comprendre par mon histoire de vie et d'explorer et de découvrir des choses nouvelles et que c'est beaucoup ça qui me drive. Je sais pas Ouais. si c'est tout, mais en tout cas, c'est beaucoup dans ma vie. C'est vrai que tu es curieux, dans le sens où tu as besoin de comprendre Mmh. parce que, je me rappelle de quand je t'avais parlé, de human design, donc déjà je t'avais fait une petite intro et c'est quand Mmh. on s'est retrouvés quelques années plus tard où tu m'as dit: «Ça m'intrigue quand même ton histoire de HD, Mmh mh. on me l'a déjà fait vite fait mais j'ai pas trop compris, comment, Mmh. je pouvais enfin qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ma vie?» Ouais. Et les questions que tu m'as posées étaient vraiment, sur le fonctionnement, Mmh. pas sur qui tu es, c'est comment tu fonctionnes. Ça, j'ai trouvé Ouais. ça hyper intéressant Mmh. et moi, comment je te décrirais, à une personne Mmh. qui ne te connaît pas? Ouais. En fait, bah, déjà, je commencerai par, c'est une belle personne. Je trouve que tu es vraiment une belle personne, donc je t'ai déjà fait je sais pas combien de déclarations depuis qu'on a repris contact, hein, des déclarations Mmh. d'amour, publiques en plus et Mmh privées. mh. Mais, c'est vrai que je te décrirais comme quelqu'un, en fait, de très généreux et qui veut le meilleur, en fait, pour les gens qu'il aime et que ça on le sent, en fait. Quand tu nous aimes, on le sent et on te sent, pleinement présent pour nous et je te l'avais déjà dit parce que je t'avais parfois tu t'excuses parce que tu réponds pas tout de suite à mes messages et tout ça et je t'ai toujours dit: «En fait, je sais que si un jour, je te mets un message urgent, je sais que tu vas répondre tout de suite». Bien sûr. Parce que là, tu sais qu'il y a pas d'urgence et que tu prends ton temps et je t'en tiendrai jamais rigueur, du temps que tu as pris à me répondre,
Moi, je sais que quand tu le fais, tu es pleinement présent avec moi, tu m'écoutes, tu me réponds, tu reprends les points au maximum et cetera, donc je valorise vraiment la qualité. Donc heu, donc je pense que c'est comme ça que tu l'exprimes, en tout cas, le caring que tu m'as dit que moi Mmh. aussi j'avais, mais tu l'as Ouais, également. D'ailleurs, c'est intéressant l'effet miroir, ouais. comment tu cares des gens, que tu aimes. Et après, je trouve que, je sais pas, tu es un sage. Tu es un côté hyper sage, vieille âme, un peu cet effet un peu vieille âme, tu sais, alors je sais pas si je suis la seule à te l'avoir dit, mais c'est Non, non, justement, ça revient ouais, très souvent, c'est marrant. voilà. Donc ce côté un peu vieille âme, sage, tu Ouais. sais, à la limite, du moine bouddhiste avec ses mantras et ses citations. Et moi, je te vois comme ça, tu vois? Dans mes amis, en tout cas, c'est vrai que si j'ai besoin d'avoir, de la sagesse dans les moments assez émotionnels et intenses pour moi, Mmh. c'est vers toi que j'irai. D'ailleurs, je t'ai, déjà, amené des sujets un peu touchy, émotionnels pour moi, où tu m'as apporté, du réconfort et beaucoup de sagesse, justement. Bah, écoute, c'est très apprécié, merci beaucoup. Vraiment, ça me touche, tu vois? Moi, c'est la qualité de présence, quelle qu'elle soit, c'est vraiment, je trouve, un des plus beaux cadeaux qu'on puisse donner aux gens qui sont autour de nous. Et donc rien que le fait que tu perçoves ça, et évidemment, tu sais que cette qualité-là, tu l'as aussi, et c'est pour ça qu'on se reconnaît. On va pas passer 2 heures à se jeter des fleurs, hein, mais mais en Oui. tout cas, c'est je pense qu'on attire aussi ce qu'on projette, tu vois? Ouais, Et que c'est quand on met l'emphase là-dessus, ça devient de plus en plus important de s'entourer de personnes qui sont capables, de donner ce niveau-là d'attention, de qualité, de care, et du coup, bah, ça fait un tri, assez naturel. Tu vois, l'autre jour, c'est marrant, on me demandait comment je gérais mes relations et mes amitiés à travers le temps, et j'avais répondu un truc comme, le, le fait d'être de plus en plus clair sur les éléments sur lesquels tu transiges pas, du genre la qualité du lien, le fait d'être là, le fait de pouvoir compter sur l'autre. En fait, ça fait un tri très naturel dans les gens qui t'entourent. Ce qui est génial, et ce qui fait que du coup, moi, je sens que je m'entoure de moins en moins de personnes, contrairement à ma vingtaine où je voulais absolument avoir le plus de monde possible autour de moi, forger le plus de connexions. Et là, c'est vraiment, less is more, tu vois? C'est-à-dire, ça exactement. s'écrème, ça se simplifie, mais chaque relation s'approfondit, et ça a énormément de valeur pour moi. Ouais. Donc merci, je prends, et c'est très drôle, le sage, hein, encore une fois, ça fait plein de fois qu'on me le dit. Moi, je me suis toujours vu comme, le mec qui fait des blagues de cul, débiles, en fait, c'est une bonne leçon que on peut être, et on est tous de fait, hem, tout et son contraire en même temps, et Hyper, que c'est possible d'être sage et déconnant, et c'est possible d'être, complètement. peut-être qu'on en parlera plus tard, mais Ouais, on en reparlera, c'est sûr. J'avais envie de dire aussi que, moi, je t'ai redécouvert, quand on a fait de la coloc à Annecy. mmh. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la première fois qu'on logeait ensemble dans un logement, tous les 2, Mmh mh. sachant qu'en fait, c'est trop marrant parce que quelle idée d'aller faire de la coloc avec quelqu'un que tu as juste revu une fois après je sais pas combien d'années ou Mmh. de non-conversation, quoi. Ouais. Et c'est j'ai trouvé ça hyper fluide et même le fait, de se mettre des limites, genre, voilà, moi je fonctionne comme ça, je dors seule, j'ai besoin de calme, après ma Mmh. journée, donc même si je suis à côté de toi, bah, peut-être que je te parlerai pas. Et c'est Mmh. des choses comme ça où c'était hyper fluide pour, tous les 2 de dire Mmh. comment on fonctionne. Est-ce qu'on est enfin, même par rapport à ce qu'on voulait manger et cetera pour faire des courses Mmh. et tout, vite fait. Le temps de se préparer, on part ensemble ou pas et tout, enfin tout était fluide. Je sais pas comment tu Mmh. as perçu, ce moment, mais Ouais. Ah bah, complètement, et puis je pense que le fait que de pas se parler de pas s'être parlé pendant un long moment, en fait, c'est limite pas important dès lors qu'on était là-bas pour des raisons qui sont très similaires. C'est-à-dire pour participer à un programme de formation assez immersif, avec une méthodologie qui nous parle, mmh, avec une envie d'apprendre, avec une envie de partager sur notre pratique, et en fait, c'est ça qui compte. Peu ouais, importe qu'on ne soit pas parlé pendant, 2 ans avant. c'est vrai. En fait, pour moi, c'est juste, est-ce que dans le moment là, je sens qu'être au contact de cette personne-là va m'apporter quelque chose de cool, et que moi je peux lui apporter aussi? Si la réponse est oui, yallah, c'est parti. Ouais. Mais c'est vrai que de l'extérieur, enfin, je me mets à la place de mon mari, je vais dormir avec un mec que j'ai revu il y a pas longtemps, alors que je lui parlais pas pendant 2 ans, et je vais partager, je crois que c'était 2 3 jours, je sais plus, je crois que c'était 2 nuits, de la coloc Mmh. avec lui, quoi. Enfin, donc bon, d'un point de vue extérieur, ça fait un peu chelou. Bah, écoute, ouais, chacun en pense ce qu'il veut. Bon, Voilà. c'est toi et moi que Voilà et puis, il y a bah, pas d'ambiguïté, mais voilà, et effectivement,
quand tu, dis que c'est pas le laps de temps qu'on a passé sans se parler, c'est plutôt la qualité des moments, parce que et aussi parce qu'on sait notre intention était claire. Mmh mh. C'est aussi, bah, comment on fonctionne dans notre amitié. C'est-à-dire qu'on peut pas se parler pendant des mois, mais Mmh. le jour où on se parle, on a toujours de la joie à s'entendre, à se lire et on est trop content et c'est comme si on s'était parlé la semaine dernière, quoi. Exactement et moi, c'est vraiment ça qui compte, tu vois? Je sais pas si toi, tu as déjà vécu des relations dans ta vie que tu vivais davantage par inertie ou par pilote automatique Oui. et où tu vois, où tu pouvais être régulièrement en contact avec cette personne, mais tu sentais que soit tes interactions te drainent, soit tu sens lui parlant, tu te dis: «Putain, j'ai vraiment plus rien en commun avec cette personne» et cetera. Alors qu'il y a beaucoup de fréquence et de la régularité, alors qu'il va y avoir une autre personne que tu as pas vue depuis 5 ans, la seconde où tu la retrouves, c'est comme si vous étiez jamais quittés. Ouais, Donc en fait, c'est de ça que je parle quand je parle d'être vraiment intentionnel dans ces relations. ouais. C'est de, de ne pas, rester dans des relations par, passivité ou par, dette perçue envers une personne ou Mmh. par, «On a été très potes, donc ça veut dire qu'il faut qu'on reste». Mmh. Hein, je sais pas C'est si toi clair. ça résonne, mais Ouais, complètement. Bon, après, je précise quand même pour les initiés, du human design, Raphaël et moi, on a une ligne 4. Donc, la ligne 4, c'est très important, notre entourage et de savoir faire le tri. Donc petite parenthèse fermée. ouais. Mmh. Hem, sur le podcast, je parle beaucoup de la définition du succès. Ça serait quoi ta définition du succès? Mmh. Bon, comme tu imagines, elle a beaucoup évolué, avec le temps Yes. parce C'était que quoi du avant coup, et c'est j'ai quoi maintenant, du coup? ouais, bah, c'est avant je pense que c'est un on va dire un parcours de vie assez classique dans le sens où j'ai commencé sans trop me poser de questions, avec les marqueurs qui étaient les plus présents dans mon environnement, tu vois? Donc, à l'école, ben, le succès, c'était d'avoir des bonnes notes. Ensuite, c'est intéressant parce que je pense que je m'en étais pas j'avais pas verbalisé ça, comme ça à l'époque, mais juste après le bac, j'avais vraiment hésité entre 2 options qui sont très, très, très différentes, qui sont, aller faire une prépa pour rentrer dans une école de commerce et m'ouvrir plein de portes, versus faire un conservatoire de théâtre pour devenir comédien. Parce que j'avais une passion pour le théâtre et tout. Sauf que, ben, à l'époque, je flippais, je me disais: «Oh là là, vas-y, la plupart des comédiens, ils galèrent, c'est une vie qui est vraiment compliquée, donc je vais choisir plutôt la sécurité, et aller, suivre un chemin qui m'ouvrira plus de portes». Donc a posteriori, je pense que c'est parce qu'à l'époque, par mon background, par mon éducation, la sécurité, c'était quelque chose d'assez haut, tu vois? J'avais pas mis le mot là-dessus. Mais donc à l'époque, tu vois, le succès, c'était, eh ben, tu fais, l'école, qui va bien, tu sors avec ton diplôme, tu commences un job qui va bien et ne m'étant pas trop posé cette question, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait l'école, j'ai fait le job de conseiller en stratégie que j'ai détesté. Je suis passé par toutes les étapes qu'il faut. Je me suis pris un certain nombre de murs avant de comprendre, OK, peut-être que le succès, ça a quelque chose à voir avec qu'est-ce qui, toi, épanouit vraiment tes valeurs, ce que tu as envie de développer comme qualité et dans quel environnement est-ce que tu as envie de te mouvoir. C'est ça aussi qui a déclenché mon départ pour New York. Hem, mais tu vois, c'était une espèce de demi-étape parce que oui, je commençais à plus m'écouter, mais je suis quand même allé faire là-bas une carrière corporate pour laquelle j'ai maintenant beaucoup de gratitude, mais qui en fait, me donnait des métriques de succès de, combien tu factures avec la boîte, combien de membres tu as réussi à recruter dans ton équipe et cetera, qui en fait maintenant me parlent beaucoup, beaucoup moins. Ouais, Donc tous les entonnoirs qu'il y a eu, moi, ils m'ont rapproché de le succès en fait pour moi, c'est d'oser t'autoriser à tracer un chemin qui correspond vraiment, vraiment à tes envies profondes à toi, quel que soit ce que puissent en dire les autres, tu vois? C'est OK. clairement pas une optique, de ni de métriques, chiffrées, ni de, enfin, il y a des gens à qui ça convient, mais moi, tu vois, je me suis crafté vraiment une vie où j'ai l'impression d'avoir optimisé à peu près tous les espaces de cette vie-là pour mon kiff et pour mon épanouissement et en fait, pour moi, le succès, ça se rapproche de ça OK, hyper et intéressant toi? parce qu'en effet, bah, merci déjà pour ta question. Je vais répondre juste après, mais pour rebondir avec, ce que tu dis, Mmh. c'est, justement le fait de rechercher de la sécurité. Je pense qu'on est nombreux à avoir été élevés par des parents qui nous disaient: «Il faut faire des études, avoir des bonnes notes pour être Mmh. sûr d'avoir un métier qui rémunère assez». Je pense que c'est propre aussi à notre génération Mmh mh. et après dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'il y a une mécanique qui se retrouve beaucoup. C'est, bah, c'est sécurisant.
en tout cas au niveau du ressenti, de faire, ce que les gens nous disent, ceux qui sont déjà un peu plus loin que nous, qui ont des méthodos, des stratégies qui marchent pour eux et de les Mmh. reproduire et en fait, on reproduit ça. Je ne sais pas si toi tu l'as ressenti quand on est entrepreneur, un petit peu on recherche d'abord la sécurité, mais c'est normal, en même temps on se lance, dans l'inconnu donc on recherche un peu de sécurité par peut-être, mimétisme et ensuite c'est par mimétisme qu'après on découvre ce qui nous fait vraiment kiffer et de dire: «Bah, en fait, ça me convient pas et je décide de faire, à ma manière, en respectant qui je suis, quoi». Carrément. Et puis c'est intéressant aussi de se demander, la sécurité, on a l'impression que c'est un concept universel, mais en fait ça veut dire quelque chose de différent pour chacun. Ouais, Tu vois, moi j'ai eu en coaching, plein de fois des gens qui facturaient, des millions d'euros à l'année et qui pourtant étaient en insécurité interne permanente. ouais, C'est-à-dire qu'ils pensaient tout le temps que leur business allait s'écrouler, qu'ils allaient se retrouver à la rue, qu'ils allaient devoir virer toute leur équipe, qu'ils avaient du mal à se payer plus qu'un SMIC alors qu'ils facturaient, des traits grossiers. Enfin, tu vois? Et à l'inverse, des gens qui facturent, on pourrait dire peu selon certains standards, mais qui ont une telle confiance dans le fait que c'est le bon système pour eux. Si jamais ils ont besoin d'aller chercher plus d'argent, ils en trouveront et cetera, qu'ils ont développé cette sécurité interne. ouais, Donc moi, c'est vraiment une des plus grosses, différences aussi que je vois dans l'entrepreneuriat, c'est où est-ce que tu mets ton curseur de ce que c'est que la sécurité? Est-ce que c'est un état interne ou est-ce que c'est un chiffre sur ton compte en banque? ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a une notion un peu, spirituelle, slash perchée, qui, dit que en fait, on a tous un thermostat financier et que, Mmh. en fait, c'est pas une question de chiffres, c'est en fait, à partir de quel palier, tu te sens en insécurité, que tu actives le mode survie et que là, du coup, ton système nerveux, se dérégule et tu commences à faire un peu, toutes tes actions à partir de la peur, de l'animal, tout ce que tu veux Mmh. et effectivement, pour moi, le succès, c'est plus, bah, après on est générateurs tous les 2, donc on est vraiment calibrés sur le kiff en human design plus que les autres. Mmh. Voilà, parce qu'on a le sacral défini. Mais, pour moi et je pense que tu me rejoindras par rapport au business model que tu as, c'est vraiment bah, je suis coach aujourd'hui, enfin je suis même au-delà de coach, je suis accompagnante Mmh. et j'aime accompagner certains profils, pas tous. Donc, oui, le coaching me procure énormément de plaisir, mais certains profils, je vais m'emmerder, ça va me faire chier, tu vois? Et il y a Mmh. d'autres profils où ça va me stimuler, j'aurai plaisir, je vais rigoler, on va shifter de ouf et par effet miroir, ça va aussi m'aider moi à croître et à développer aussi, mes réflexions et cetera et en fait, moi, c'est ça, c'est vraiment de faire de l'argent à partir de quelque chose qui m'anime assez pour que je puisse le faire, sur le long terme, en fait, sans me Mmh. forcer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coaching est un format qui, moi, me convient parce que j'ai mis plein d'autres outils un peu de sorcière et cetera Mmh. qui moi, m'amusent et qui font que c'est pas la routine pour moi et que ça met un peu de Mmh. piment dans mes séances et je travaille avec des personnes que je choisis et pour moi, c'est ça Mmh. mon succès, c'est de pouvoir avoir le luxe de choisir le confort, le luxe Mmh. de choisir les gens avec lesquels j'ai envie de travailler, de choisir mon rythme. C'est-à-dire Mmh. qu'aujourd'hui, il y en a plein qui m'ont dit: «Mais attends, je comprends pas, si tu aimes autant coacher, pourquoi tu fais pas plus de séances?» Mmh. Parce que j'ai pas Ouais, envie, bah, ouais. juste j'ai pas envie. J'adore coacher, mais j'ai pas envie de m'enquiller des séances, back to back toute la journée. Ça m'intéresse pas, Mmh. et les gens, Ouais. ils ont du mal parce que c'est pas factuel. Je peux pas expliquer, bah, c'est juste un ressenti. C'est-à-dire que, bah, moi, une séance par jour maximum, ça me va. Donc je fais 5 séances par semaine, max. Mmh. Et j'en ai 2-3 par semaine et ça me suffit aujourd'hui. C'est pas que je me contente et je pense que c'est intéressant aussi d'aborder aussi cette notion. C'est pas que je me contente de ce que je fais, c'est que ma croissance, elle est ailleurs. Elle est dans ce que Mmh. j'apprends, dans la psychologie humaine, la compréhension de l'autre, le caring parce que moi, si j'apporte pas de valeur à l'autre et si je me sens pas utile, bah, il y a un problème pour moi et je perds du sens dans ce que je fais. Mmh. Et c'est vrai que je préfère faire 5 séances, donc 2-3 séances payantes et offrir d'autres séances dans la semaine, que tout facturer et me sentir obligée d'honorer ces séances qui, pour moi, ne seront pas juste par rapport au rythme, au lifestyle que j'ai. Ouais. Donc et d'ailleurs par rapport pour rebondir à ton business model, est-ce que bon, les gens qui m'écoutent régulièrement, ils connaissent un peu mon business model et là, je viens de le décrire Mmh. en 3 séances de coaching par semaine. Toi, ton Ouais. business model, c'est lequel aujourd'hui? Waouh, je vais répondre à ça. J'ai aussi, il y a plein de trucs qui me sont venus en t'entendant. Je vais essayer de les garder pour plus tard. Mais mon business model, en fait, il est extrêmement simple. Il est, la grande majorité de mon travail et de mes revenus, c'est du coaching individuel. Donc du coaching individuel d'entrepreneurs et de dirigeants que j'accompagne pendant quelques mois sur des problématiques, qui ont trait à leur posture, à faire un pivot dans leur activité, à retrouver du sens dans ce qu'ils font. Et en parallèle de ça, j'interviens aussi parfois dans des programmes
ou en l'occurrence dans un mastermind, d'entrepreneurs aussi, que je coach en individuel et en groupe et pour lesquels je fais de la facilitation, de l'animation d'événements et cetera. Et en parallèle de ça, depuis l'an dernier, une autre pierre de mon business, ce sont des immersions, en petits groupes pour entrepreneurs que j'ai créés et qui, consistent à se retrouver pendant 5 jours, pour travailler les mêmes thèmes, en fait, qui sont toujours les mêmes thèmes qui m'animent moi, hein, à savoir comment se rapprocher toujours plus de son essence et de ses envies, et de transformer ça en un business qui nous plaît vraiment. Mais qu'on fait ça en mode deep dive, pendant 5 jours avec, pas de technologie, pas de téléphone, se reconnecter à nous, aux autres, avec des pratiques corporelles et cetera. Mais tout ça, en fait, obéit à la même mission de vie, on va dire, qui est, heu, qui est de m'aider, bah, justement à aider le plus de personnes autour de moi, possible à, à définir sans honte, sans culpabilité, fièrement, qu'est-ce que ça veut dire que le succès pour eux et d'aller chercher cette vision-là. Yes. Et d'ailleurs, une question que je t'avais dit que j'aimerais aborder, c'est comment tu Mmh. fais toi pour tenir ce business model, sachant que tu as Mmh. baigné donc dans on va dire un modèle corporate, qui est valorisé par la société. Mmh. Ensuite, tu es devenu coach, tu as été, coach dans des masterminds où on valorise la structuration, le développement, la croissance et cetera. Voilà, comment toi tu vois les choses? Comment toi tu as pas pu Mmh. être est-ce que tu t'es déjà laissé influencer? Et si oui, à quel moment et comment? Tu es revenu à toi jusqu'à, Ouais. maintenir ce business model, que tu nous décris aujourd'hui? Ouais. C'est bien sûr qu'il y a eu des obstacles et bien sûr qu'il y a eu des tentations. C'est comme l'image que j'ai, c'est marrant en t'entendant, c'est vraiment, tu sais, comment on appelle ça? Les marins avec les sirènes qui les appellent et eux qui doivent s'obliger à s'attacher aux mâts pour pas les rejoindre. Hem, Moi, en fait, le fait de baigner depuis maintenant pas mal d'années dans cet, écosystème entrepreneurial et très infopreneurial en particulier, c'est-à-dire beaucoup de formateurs en ligne, de gens qui vendent leur savoir, à des groupes, en ligne et cetera. Le Ce qui est cool, c'est que ça m'a donné une très bonne compréhension de comment fonctionne cette industrie-là. Le piège, c'est que j'ai maintenant toutes les clés si je veux monter un business comme ça. Et que en me disant: «J'ai à la fois le mindset et toutes les stratégies dont je m'inspire depuis des années», ça fait que si je voulais monter, par exemple, un infoproduit, une formation en ligne et cetera, je saurais exactement quoi faire, dans quel ordre, il y a aucun problème. La difficulté, ça a été de d'identifier vraiment, si je le faisais, ce serait pourquoi? Pourquoi en 2 mots, c'est-à-dire dans quel but, pour nourrir quoi chez moi? Et en fait, à chaque fois que j'ai eu la tentation, soit interne, soit par un retour de l'extérieur, de «tu devrais», de passer à ce business model-là, je me suis dit: «En fait, OK, imagine que tu le fais vraiment et imagine qu'au lieu d'être coach, tu deviens en gros formateur». C'est-à-dire que ton job, c'est essentiellement de créer, marketer et vendre des formations en ligne. Bah, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, personnellement, vu mon fonctionnement, ça m'éteindrait immédiatement parce que ça m'enlèverait ce qu'il y a de plus important pour moi dans mon business, à savoir un contact vraiment profond et intime avec les personnes avec qui je travaille. Et que, bien sûr que c'est un trade-off, bien sûr que c'est quelque chose qu'on échange. C'est-à-dire là, je suis conscient que l'impact que j'ai va être limité en termes de nombre de personnes, tu vois? Mais un truc qui m'aide avec ça, c'est de me dire que vu que je travaille maintenant quasiment qu'avec des personnes qui ont tu vois, une audience, une communauté, qui peuvent impacter beaucoup de monde à travers leur travail, bah, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de me dire, étant un peu le mec de l'ombre, j'aide le dirigeant à s'épanouir et ça va avoir un impact immédiat sur le genre de business que lui, il monte et donc sur les milliers de personnes qu'il va impacter après. Et moi, ça me nourrit infiniment plus de faire ça que de me dire, je vais vendre des formations à des centaines de personnes et jamais même connaître leur visage. Mais pour ça, j'ai pu être honnête avec moi-même que parce que j'ai fait un travail de clarification de mes valeurs et parce que je sais qu'est-ce qui, moi, me nourrit entre, la profondeur du lien, la connexion, l'impact versus, ce que l'extérieur a tendance à plaquer comme valeur sur moi, à savoir: il faut toucher le plus de monde possible, il faut faire le plus de CA possible, hem, tu vois? Et souvent, le piège, c'est que ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui me disent: «Mais pourquoi tu touches pas plus de monde? Tu devrais créer, tu devrais faire un podcast, tu devrais faire une formation» et cetera. Encore un pote l'autre jour, entrepreneur, à succès, qui m'a dit: «Mais franchement, il faut absolument que tu te lances sur YouTube. Genre, tu te rends pas compte, des vidéos, ça plairait à tellement de monde, tu as tellement de trucs à dire, nin et j'y ai vraiment pensé pendant longtemps et je me suis dit: «Je prends et je mets de côté pour l'instant parce que ce serait le faire pour les mauvaises raisons».
Ce serait le faire pour avoir tu vois, un ego un peu boosté de genre: «J'y arrive», une communauté un peu grande qui se mesure en nombre de personnes qui me suivent, chose dont j'ai absolument rien à foutre. Enfin, tu vois? Ça viendrait nourrir, en fait, les valeurs de quelqu'un d'autre. C'est juste ça. Et donc la clé pour moi et je pense, pour toi aussi et pour les personnes qui nous écoutent, c'est d'être hyper clair et radicalement honnête sur quelles sont vos valeurs, sur quelles sont les choses qui vous, individuellement, vous nourrissent le plus. Et pour ça, je pense que le HD peut être un très bon outil, non? Ouais, complètement. Bah, concrètement, moi, dans mon HD, je suis faite pour impacter en profondeur et Mmh. dans l'intimité, donc en petits groupes. Et quand toi, tu disais l'homme de l'ombre, Mmh. bah, c'est clair que moi, c'était ma mentor qui m'a demandé il y a quelques mois, elle m'a dit, «C'est quoi te ta vision, comment tu te vois dans quelques années et tout?» Genre moi, je veux être l'équivalent de la médium que tous les grands dirigeants, ils consultent, qui se Mmh. passe le nom, sous le manteau, mais Ouais, qui est, pas forcément mise en lumière, par les médias et cetera, mais dont on connaît le nom, quand ouais, on est à ce niveau-là. Et donc je vais être l'équivalent de cette médium-là, des grands dirigeants que la personne qu'on consulte, quand on a des décisions à prendre, qui ont un gros impact et un gros enjeu, quoi. ouais. Donc donc c'est un peu ça qui m'inspire. Et effectivement, moi pareil, à un moment donné, je me culpabilisais parce que, bah, comme tu le sais, moi je fais des masterminds en petit comité, c'est 6 Mmh mh. personnes. Bon, le maximum que j'ai accueilli, c'était 8. J'aime bien les petits groupes et il y en a plein qui m'ont dit: Mmh. «Ouais, pourquoi tu accueilles pas plus et tu baisses pas ton prix? Tu baisses ton prix, tu accueilles plus de personnes et tu as plus d'impact». Mmh. J'ai dit parce que moi, en fait, bah, toi, tu me connais aussi, mais bon, les personnes qui nous écoutent, peut-être pas, mais j'aime, le luxe. J'aime tout ce qui est premium et c'est vrai que si je sers plus de personnes, j'ai conscience que, bah, du coup, l'attention que je vais porter à chaque personne va être impactée, la Mmh. connaissance de chaque, cliente va être impactée et cetera, en fait. Il y a plein de choses Ouais, que les gens ne voient pas, qui vont être impactées. Je ne sers pas, 12 personnes comme je sers 6 personnes. Et ouais. donc, parce que je suis dans le caring, je suis dans la personnalisation. Là, par exemple, j'ai une cliente, qui a perdu son papa, récemment et ben je lui ai fait envoyer des fleurs. Mais je peux pas faire ça Mmh. pour mes clientes, si j'en avais, 20, 30, Ouais, 50, enfin, dès qu'il leur arrive une merde, leur envoyer des fleurs, enfin non, tu ouais. vois? J'ai pas le time. Donc, Mmh. enfin, j'ai le time, mais pour autre chose, on va dire, pas Ouais, pour prévoir des livraisons de fleurs. Mais en fait, c'est pour ça, c'est ça que j'aime, c'est la proximité, c'est la connexion, c'est connaître la vie de mes mmh. clientes, connaître, ce qui se passe derrière les rideaux pour chacune, Ouais, et c'est ça que je valorise. Et effectivement, mon premier business sur la revalorisation des déchets était pour toucher un maximum de personnes et quand j'ai compris que, bah, c'était pas ça que j'aimais, mais en mmh. fait, j'ai fait la paire en voyant qu'effectivement, il y a un effet boule de neige où si je touche les grands dirigeants, bah, en fait, ça va toucher en effet boule de neige leur boîte, leurs employés, leur vision, leurs valeurs, et cetera. Et donc, c'est ça qui m'inspire aujourd'hui. Ouais, Mais comme toi, ça m'a demandé un travail sur mes valeurs, sur ma vision, sur qui je ouais, suis, comment je fonctionne et de pas me perdre dans le fonctionnement des autres, les valeurs des autres, la vision, les objectifs des autres personnes que je fréquente, bah, comme toi, dans des ouais, masterminds, depuis, 2020-2021 que je suis dans des masterminds. Bah, ouais. c'est ça, en fait, de Bah, pas ouais. rester, on va dire, désorientée par rapport à ma Ouais, vie. c'est ça ou trop influencé, ouais. Moi, tu me parlais des obstacles tout à l'heure. Moi, il y en avait un qui était un obstacle qui est très interne. Je sais pas si toi tu l'as ressenti aussi, mais c'était un jugement que j'avais à une époque, sur moi-même, en mode, en particulier au moment où j'arrivais vraiment au business model que je voulais, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que je voulais, le nombre de clients que je voulais et tout et où je me suis dit: «OK, mon sweet spot, il est là, j'y reste» et il y avait une voix à l'intérieur qui me disait: «Tu es pas assez ambitieux». Tu Mmh. vois? J'avais vraiment ce truc-là qui me disait: «OK, tu peux aller beaucoup plus loin, tu n'es pas assez ambitieux si tu choisis de ne pas». Mmh. Et c'est vraiment en faisant ce travail de me demander: «OK, je vois qu'il y a une résistance ou qu'il y a un truc qui vient piquer un peu» et en me demandant pareil: «Qu'est-ce que c'est que l'ambition pour moi?» Tu vois? Parce qu'on a tellement l'habitude, sociétalement parlant, que l'ambition, ça se mesure par la taille du business qu'on construit et par l'impact qu'on a, que moi j'ai mis du temps à vraiment, vraiment faire la paix avec le fait que mon ambition à moi, elle était ailleurs. Elle était dans la profondeur, elle était dans impacter très profondément la vie de quelques personnes et que c'était ça ma définition, tu vois? Mais pour ça, pareil, il faut vraiment aller regarder ces petits démons internes qui nous disent: «Voilà tout ce que tu fais mal et voilà tout ce que tu devrais faire», pour comprendre de qui est-ce que c'est la voix. Et après, en fait, je me suis même dit un truc, c'est ma deuxième étape après ça.
c'était justement dans ces masterminds qui, historiquement, ont la réputation et qui est vrai à un certain niveau, de mettre beaucoup l'emphase sur des métriques comme la taille de l'équipe, le chiffre d'affaires, et cetera. Hem, Moi, je me suis dit: «OK, en fait, le fait que j'ai décidé que mon business model, ce soit celui-là, c'est pas un handicap, c'est une carte à jouer pour influencer positivement cette industrie». C'est-à-dire pour que dans mes coachings, par exemple au sein de ces masterminds, je sois pas du tout le coach qui va, te pousser et y aller comme un bourrin pour faire exploser ton chiffre d'affaires, mais en revanche que je sois le coach qui t'aide à mettre du sens dans ce que tu fais et à définir précisément ce que tu veux. Même si ça veut dire aller moins vite que les copains du mastermind et avoir une écologie personnelle plus grande. Parce que moi, l'expérience, elle me montre vraiment, pour être au contact de tonnes d'entrepreneurs depuis des années, que les plus épanouis et les plus joyeux au quotidien, c'est rarement ceux qui ont le plus gros chiffre d'affaires. D'accord. Ouais, Et que mais c'est en revanche, c'est ceux qui ont fait un vrai travail honnête d'identification de quel est leur chemin à eux, tu vois? Et c'est ouais. pour ça que je vois vraiment ça comme une force maintenant et limite comme ma signature, tu vois? J'ai envie d'être le coach vers qui on vient pour faire ce travail-là, Mmh, pas pour exploser ton marketing. mmh. Bah, j'ai fait le même travail que toi, donc ça, c'est quelque chose qu'on partage. Mmh. D'ailleurs, juste avant notre échange, j'avais demandé à Claude, de me donner un fil rouge. Il a dit, «Bah, toi qui aimes justement créer des discussions, en ping-pong et tout, ça va être un peu challenging avec Raphaël parce que vous avez tellement de valeurs communes, que Ouais. ça peut être, mais j'ai dit: «Bon, on a après on reste encore 2 personnes différentes». Mmh. Mais, et la nuance que je note, c'est que toi, tu accompagnes plus sur le sens, Mmh. donc, alors que moi, j'accompagne vraiment sur, comment tu te sens quand tu fais tes actions. Donc vraiment sur le ressenti et Mmh. sur le kiff que tu peux ressentir quand tu fais les choses. Ouais. Donc C'est je pense très lié quand même, hein, les ouais, 2, c'est le très sens et le ouais. kiff que tu prends, Ouais. Mais, je pense qu'encore une fois, c'est une nuance qui peut être dans comment on aborde les choses et cetera. Parce qu'on veut kiffer de toute façon tous les 2, mais c'est peut-être qu'on a une approche, toi, c'est sens un peu plus vers la vision et cetera, alors que moi, mmh, c'est plus peut-être ancré dans le moment présent. C'est ouais. comment tu peux kiffer le fait de faire, les choses que tu choisis de faire et c'est Mmh. vrai que c'est sur ça que vraiment je travaille avec mes clientes. Mmh. Et quelque chose qui est hyper intéressant que tu as abordé tout à l'heure, hem, donc toi, moi, je te connais un petit peu, on va pas refaire tout ton CV, mais donc tu as fait, tu travaillais dans une agence à New York. Après tu as eu un déclic, de: «C'est pas ce à quoi j'aspire», donc tu t'es reconverti en coach. Tu es coach Mmh. certifié ICF de mémoire, hein? Ouais, ouais, mais Ouais. c'était, l'ICF, c'était il y a au tout début quand j'ai commencé, il y a 7 ans. J'ai fait une Ouais. certification ICF parce Qu'est-ce qui a qu'à l'époque, je me disais que j'en avais absolument besoin pour construire un business. Bah, après c'est normal, hein, on passe par Mmh. là, c'est pour une question de légitimité et tout, Mmh. je pense aussi c'est propre à la culture française, on a besoin de montrer, patte blanche avec, les Ouais. diplômes et cetera. Mmh. Heu, ta manière de coacher a shifté et a évolué avec la personne que tu es. Là, tu parles énormément de Mmh. valeurs depuis le début de notre échange. Ouais. Moi, je sais qu'on a fait une formation en commun. Est-ce Mmh. que tu peux nous partager ce qui a changé pour toi quand tu as fait d'autres formations de coaching? Qu'est-ce qui a changé dans qui Mmh. tu es? Comment tu abordes les choses et comment tu coaches les gens? Mmh. Ouais, je pense que enfin, c'est pas je pense, c'est je vois au quotidien que ma façon de coacher, elle a beaucoup évolué avec le temps. Il y a eu quelques gros changements de perception, surtout sur mon rôle, en fait, tu vois? C'est-à-dire sur la façon dont je voyais mon rôle de coach. Genre au début, quand j'ai commencé, je pense que je voyais mon rôle de coach comme étant, en gros, une sorte de motivateur, externe, tu vois? Quelqu'un qui est là pour, te mettre des petits coups de pied aux fesses, prendre de tes nouvelles, t'aider à créer des plans d'action et cetera. Ce qui est une partie, tout à fait valide du coaching. Mais je pense qu'à l'époque, je me focalisais beaucoup sur ça. Qu'en gros, le comment dire? Le mantra ou la philosophie qu'il y avait derrière, c'est ton rôle en tant que coach est d'aider ton client à atteindre ses objectifs. Classique. Après, c'est marrant, j'ai eu cette conversation il y a encore, 2 jours avec quelqu'un sur la posture du coach. Hem, Avec l'expérience, j'ai vu que souvent des clients venaient en coaching en te disant: «Voilà ce que je veux développer, aide-moi à développer ça». Et que tu peux tout de suite prendre l'autoroute de: «OK, génial, comment on crée une stratégie par rapport à ça?» Mais le risque, c'est que tu les aides à faire ça, ils atteignent leur objectif et ils voient que ça les épanouit pas. Parce qu'ils n'ont pas fait en amont ce travail dont on parlait, de vraie identification de leurs envies et de comment ils ont créé cet objectif.
Donc ensuite, moi, mon travail, il a shifté davantage pour que maintenant ce soit plus, je vais t'aider à mettre de la lumière sur les mécanismes qui t'empêchent de verbaliser et d'aller chercher ce que tu veux profondément, vraiment au fond de toi. Et avec ça est venu pour moi un changement de posture assez radical qui est, c'est marrant, je crois que c'est fait un peu en 3 étapes maintenant que j'y pense, qui était genre au début, en tant que coach débutant normal, je me disais: «Il faut absolument que mes clients m'aiment et m'apprécient». Yes, c'est le truc le plus important. Ensuite, hem, j'ai dépassé ça et je me suis dit: «OK, qui m'aime, c'est pas le sujet». Mais en revanche, attends, qu'est-ce que je m'étais dit? C'était, hem, il faut oui, il faut que je les aide à se sentir mieux, hein. Les aide à se sentir mieux en interne, c'est-à-dire à développer une sérénité quand ils avancent, un alignement et cetera. Autre élément intéressant, mais maintenant, j'ai encore changé de posture par rapport à ça et je vois que mon job n'est pas d'aider mes clients à se sentir mieux, au contraire. Parce que parfois, il faut qu'ils se sentent pire pour aller regarder ce qui se joue vraiment. Et que maintenant, je suis convaincu que mon job, il est c'est un peu comme une torche et un miroir, tu vois? C'est-à-dire, de balayer tous les recoins de qui ils sont pour les aider à voir des choses, soit qu'ils ne veulent pas voir parce qu'ils sont inconfortables, soit dont ils n'avaient pas conscience parce qu'ils les avaient pas vues comme ça, et avec un miroir, c'est-à-dire de leur refléter sans complaisance et sans pincette des dynamiques que j'observe pendant nos coachings. Et donc pour moi, mon but maintenant, c'est de les aider à se comprendre, se connaître tellement bien et à un niveau tellement profond que leur stratégie, en fait, elle devient évidente parce qu'elle devient une déclinaison de qui ils sont. Mmh. Et donc je pense que c'est vraiment comme ça que ma posture a avancé. Trop intéressant. J'ai un peu eu le même parcours, donc Mmh. et après le human design y a fortement contribué, hein. Comprendre Ouais. comment tu fonctionnes pour voir, le business model qui en découle et le type de Mmh. client que tu vas attirer. Donc Ouais. hyper intéressant. Et par rapport à, justement ta posture qui a évolué et les formations que tu as faites, on parlait Mmh. tout à l'heure justement, avantages, inconvénients. Donc toi, comment tu as décidé, de shifter? C'est souvent, en relation, en lien avec ta vision. Donc c'est est-ce que ça t'inspire vraiment, Mmh. de faire ça et cetera? Moi, Ouais. c'est plus on l'a vu, hein, c'est comment je me sens quand je fais les actions. Ouais. Après, encore une fois, je voudrais juste clarifier quelque chose. Et j'en ai parlé, avec Vanessa que tu connais, dans un autre épisode, mais c'est pas parce qu'on est en tension et qu'on se sent mal que c'est négatif. C'est Bien c'est sûr. pas c'est pas, c'est comment observer comment je me sens. Ça veut pas dire que je dois être tout le temps bien, tout le temps dans le flow et cetera et donc bah, d'ailleurs, on en a parlé avec Vanessa, c'est comment on peut, performer et progresser même dans la douleur. Donc il y a vraiment ça que je voulais clarifier et donc moi, comment je Ouais. décide, c'est plus alors, peut-être que j'ai une vision pessimiste, mais de toute façon, on le voit dans mon HD, c'est très marrant. C'est Mmh. qu'est-ce que ça va me coûter? Tu sais, quand tu disais, si tu devais, transformer ton business, model et Ouais. tout ça, moi, je me dis juste, voilà, comme tout comme toi, j'ai de l'ambition, Mmh. et si j'ai envie de faire plus de chiffre d'affaires, de toucher plus de personnes et cetera, Mmh. c'est plus déjà d'observer et comme je t'ai dit, moi, ça m'inspire pas d'avoir des groupes de 100-200, personnes et cetera. Mmh. Ça me submerge plus qu'autre chose, énergétiquement en plus. C'est même pas tout ce qu'il y a derrière, parce que je sais qu'il faudrait une équipe. Bah, comme toi, je connais les mécanismes, les stratégies, le concret du comment. Mmh. Mais, c'est qu'est-ce que ça me coûterait moi, Ouais. dans ce que je kiffe? Et Ouais. donc là, on revient aux valeurs. Et donc, bah, voilà, c'est pour ça que j'ai un business essentialiste, au plus simple Bah, ouais. possible, avec des personnes avec lesquelles je collabore, bah, sur des trucs, très spécifiques pour le coup. Ouais. Et Et si je peux juste rebondir sur un truc, quand tu dis: «Qu'est-ce que ça me coûterait?» Moi, je mmh, pense qu'une question que, à mon avis, tu t'es posée aussi, et que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est, pour sortir de l'illusion que c'est possible d'avoir que du kiff et zéro contrainte dans ton business, ce mmh, qui est, l'illusion qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, hem, c'est de se demander: «OK, au lieu de chercher à éviter les contraintes, c'est quoi les contraintes que je suis tellement prêt à embrasser parce que ça vient nourrir des trucs importants pour moi, que je les mets au cœur de mon business?» ouais, Tu vois? Typiquement, un exemple de ça personnel, c'est que, une contrainte qui viendrait avec un plus gros business, une équipe et cetera, c'est de passer plus de temps à faire du management. Ça, j'en suis conscient. Je suis passé par là, j'ai fait du management pendant des années à l'époque où je vivais à New York et là, je me dis: «En fait, je ne le pour moi et pour ce qui me nourrit, le coût de passer du temps à faire du management est trop élevé par rapport aux bénéfices d'avoir un plus gros business» yes. et donc du coup, je ne suis pas prêt à embrasser cette contrainte. En revanche, une autre contrainte de mon business actuel qui pourrait être,
tu vas tout le temps être capé dans le nombre de personnes que tu peux accompagner. Ou ton chiffre d'affaires, même si tu peux augmenter tes tarifs, mais ton chiffre d'affaires sera toujours capé d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est des contraintes que je suis pleinement prêt à embrasser parce qu'elles sont au service de ce qu'il y a de plus important pour moi, à savoir la profondeur du lien et la liberté géographique, temporelle, et cetera. Ouais. Donc c'est toujours une question de: «OK, quelles contraintes es-tu prêt à embrasser?» Ouais, c'est d'avoir le choix, de choisir son «difficile» entre guillemets. Je dis Mmh mh. souvent, «Choisis ton difficile». En fait, il y a toujours, un prix à payer et c'est quel prix tu es prêt à Ouais, payer. Parce qu'il y a un prix qui est peut-être trop cher et moi, je ouais. parle souvent de coef parce qu'il y en a qui disent: «Oui, pour moi, ça, c'est OK de le payer». Oui, parce que toi, c'est coef 2, mais pour moi, ça me Mmh. coûte un coef 10, tu vois? C'est ça. Que par exemple, j'ai une fille, parce que j'habite aux Pays-Bas et cetera donc voilà, il y a plein de Ouais. choses comme ça et par rapport à ce qu'on avait abordé avantages, inconvénients et je t'en avais parlé juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est quelle est ta perception de, l'équilibrage des perceptions auxquelles on est formés, tous les 2, Mmh mh. de la neutralité? Parce que moi, je sais que j'ai pas mal de clientes qui me disent: «Mais si tout est neutre, à quoi bon?» Même moi, c'est une question Mmh. que j'avais soulevée et je t'en avais parlé quand tu m'avais demandé avant d'intégrer la formation en question. Ouais. Et je t'avais dit que moi, j'ai eu une perte de sens, pendant la formation en me disant: «Bah, si tout est neutre que et tout ce qui est polarisé est Mmh. considéré comme, «mauvais» entre guillemets, bah, à quoi bon?» Tu vois? Et j'ai Mmh. eu une perte de sens. Donc c'est pour ça que je peux comprendre les gens qui se posent, cette question. Je voulais savoir quel était toi ton avis et ta position par rapport à ça? Ouais. Moi, je pense que l'avis enfin, que le ce que j'ai entendu en tout cas de l'avis des formateurs sur le sujet, c'est qu'ils te disent, «C'est pas parce que tu arrives à un endroit de neutralité que tu perds l'enthousiasme, bien au contraire, tu continueras à agir, mais juste en te connectant à ton cœur et à ton âme, au lieu d'agir depuis de la culpabilité ou des mémoires chargées». Chose que je peux complètement entendre, mais qui pour moi reste un petit peu théorique. Parce que dans ma pratique en tout cas, ce travail de vrai rééquilibrage jusqu'au bout, il est quand même très exigeant, il prend du temps, et il y a des fois où j'ai juste la flemme en fait et où je me dis: «OK, je sais que j'ai une charge sur tel sujet, je vais aller la travailler petit à petit, je vais pas me forcer à en faire un dogme», parce que pour moi le risque en fait, il est là. C'est-à-dire que c'est une méthode hyper utile, ce rééquilibrage des perceptions, mais il faut pas non plus que, justement, qu'on ait une perception tellement, disons sur un piédestal de cette méthode-là, que du coup, on ne s'autorise pas à ne pas l'appliquer. Donc moi, c'est un outil que j'ai dans ma besace, que j'utilise avec mes clients, que j'utilise sur moi de temps en temps quand j'en ai envie, mais il y a aussi des fois où j'ai juste envie de me faire plaisir, alors que je sais que peut-être, ben, c'est pas très bon sur le long terme, mais là, sur le court terme, j'ai juste envie de kiffer. Ou tu vois, que ce soit un outil de plus et pas un dogme qui m'enferme. En Ouais. fait, c'est ça le truc. Et je sais que je l'ai à disposition et que si je voulais, je pourrais tout à fait aller dépolariser tout ce qu'il y a dans ma vie et arriver à de la neutralité sur tout. Est-ce que j'en ai envie? Je ne pense pas. Parce qu'étant plutôt tu vois, un kiffeur, spontané de nature, je me dis: «Il y a aussi des choses que j'ai envie de prendre avec de la légèreté et pas depuis un endroit de profonde compréhension, alignement, déchargement», et cetera. Ouais, hyper intéressant. Moi, je sais que je parle avec mes clientes de coaching, d'auto-coaching toxique. C'est-à-dire que quand on pousse Mmh. trop et on sait plus s'arrêter, en fait. Ouais. Et le tips que je pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, c'est tout n'a pas besoin, d'être coaché, Mmh. comme tu l'as dit aussi. C'est plus, qu'est-ce qui te freine aujourd'hui? Ce qui ne te freine Ouais. pas aujourd'hui, tu n'as pas Ouais. besoin de te faire Ouais. coacher dessus. Donc, Ouais. et encore une fois, on revient sur, le moment présent, s'ancrer dans le moment Ouais. présent, ce qu'on ressent et cetera. Peut-être que ça Ouais. te bloquera dans 6 mois, mais dans 6 mois, on en reparlera et là, Ouais. ça deviendra un sujet de coaching, mais avant ça, Ouais. pas besoin. Ouais, et qu'est-ce qui est récurrent pour moi? C'est surtout ça. Qu'est-ce qui est récurrent et douloureux? Parce que de temps en temps, je m'attrape avec un mécanisme, tu vois, où je me dis: Là, j'ai l'impression que j'ai une charge», mais en fait, c'est un truc ponctuel. Ouais, Donc je me dis: «Allez, t'as pas besoin de travailler là-dessus». En revanche, il y a eu des moments de vie où je me disais: «Putain, j'en ai vraiment marre de me retrouver toujours dans le même pattern de comportement, de saboter des relations par rapport à ça, d'avoir du mal à aller chercher ce que je veux, et cetera», mmh, et en fait, pour moi, il y a un concept de douleur et de récurrence. ouais, Si tu vois que ça occupe beaucoup de place dans ta vie et tu sens que ça t'empêche d'aller chercher ce qui est juste pour toi, alors c'est un outil génial et bien sûr applique-le. mmh, Si c'est des trucs ponctuels du quotidien et qui existent un petit peu en vase clos, mon approche à moi, c'est, tu as le droit de te foutre la paix aussi. ouais, Pour pas que pareil. le coaching devienne une tannée, que ça Ouais devienne un et puis tu ça vois? prend du temps, hein, comme tu le dis, ça prend du temps et effectivement,
Le fait, de d'avoir un pattern, quelque chose qui se répète, ça c'est juste un symptôme de ce qu'on n'a pas encore dépassé et qu'on a besoin de le faire au moment où ça Mmh. devient trop douloureux, le fameux caillou dans la chaussure, quoi. Donc tu enlèves pas C'est ta ça, chaussure à lacets, tant c'est que ça. le caillou, te dérange, mais qui te fait pas assez Ouais, mal pour t'arrêter sur le bas-côté, délacer, refaire tes lacets, vider ta chaussure, relacer, quoi. Le truc bien relou que tu as pas envie, c'est ça. que tu as Et l'impression il de y a faire. et il y a et il y a il y a vraiment un élément de pour moi d'intensité et de douleur qui est important, tu vois? Moi, Ouais, il y a des mécanismes que je vois que même si je travaille dessus, je tombe encore dedans. Genre, laisser les trucs au dernier moment, tu vois? Enfin, des comportements de vie comme ça. Mais en fait, je pense qu'un travail, c'est apprendre à dépolariser ça et à comprendre les charges qu'il y a derrière et cetera. Et un autre travail, ça peut être aussi juste d'accepter et d'aimer ces parts de toi pour que, non pas forcément changer de comportement, mais changer ta perception de ce comportement. ouais, C'est-à-dire, au lieu de passer de «je me juge de procrastiner», de me dire: «Je procrastine, j'en suis conscient et je suis OK avec ouais, et j'accepte le prix à payer». exact. Moi, ça m'aide beaucoup ça. Ouais, clairement et après, bon, comme tu le sais, la procrastination n'est qu'un symptôme qu'on essaie de forcer à faire un truc qu'on kiffe pas, quoi et si je regarde ta charte, si je me rappelle Mmh. bien, tu as quand même la racine définie, ce qui signifie que, tu peux gérer les choses en dernière minute. Tu as cette Mmh. capacité-là que d'autres personnes n'ont pas forcément en eux. Ouais, Tout le monde peut ce qui alors explique, ouais, voilà, je précise que tout le monde peut gérer les trucs en dernière minute, mais comment on se sent ne va mmh, pas être la même chose. C'est-à-dire que nous, enfin moi j'ai la racine définie aussi, on peut faire les trucs en dernière minute, on a un stress, mais qui est plutôt apparenté à l'adrénaline. ouais, Quelqu'un qui n'a pas la racine définie, ça va le stresser, lui prendre énormément de charge mentale, va se sentir mal, ça peut le rendre malade, mal le ventre, et cetera. Alors que nous, mmh, ça prend une petite place dans notre charge mentale, il faut pas dire que ça en prend zéro, mais en fait, bah, on sait aussi qu'on est performant dans le last minute. Donc, ouais, on peut pondre des trucs, qualitatifs en dernière minute aussi. Voilà. ouais. Absolument et encore une fois, on en revient à, se connaître et connaître son fonctionnement pour arrêter de se juger. Tu vois, c'est Exact. marrant, j'avais cette conversation il y a une semaine avec un ami à moi qui a 4 enfants, dont 2 qui ont un TDAH, assez prononcé et il me disait, en fait, l'un des 2, il est incapable de se concentrer en cours pendant tout le trimestre, il rêvasse, il pense à d'autres trucs et cetera. En revanche, ce qu'il va faire, c'est 2 jours avant l'examen, il va se mettre en mode monofocus, il va bachoter comme un malade parce qu'il a cette capacité aussi de d'hyperfocus qu'ont parfois des personnes, tu vois, soit, autistes, soit, paradoxalement avec un TDAH. Tu vois, on se dit TDAH, on est complètement dispersé, Pas mais du tout. souvent, c'est des personnes qui ont une grosse capacité de focus si tu leur donnes une seule tâche, Ouais. tu vois? Et qu'ils Bah, vont travailler ça. c'est le cas de ma fille. Donc, elle a été diagnostiquée, TDAH et tu lui donnes un Lego, pendant 5 heures, elle va pas faire pipi, elle va pas manger, elle va juste être Mmh. sur son Lego jusqu'à ce qu'elle ait fini, des Legos d'adultes. Donc Voilà. le focus et pareil, par contre, elle est hyper organisée parce que les gens, ils disent: «Oui, le TDAH, tu as ceci, cela et tout». Elle est Mmh. hyper organisée dans ses révisions d'examen, elle se prépare vachement en avance, elle suit son agenda, elle Ouais. prépare ses affaires la veille, comment elle s'habille, ce qu'elle met dans son Mmh. sac, tout est prêt la Ouais. veille. Donc voilà, enfin, Parce que c'est sa façon de en fait, elle a compris ce qu'il faut, on en revient toujours à la même chose, hein, c'est comprendre et honorer ta façon de fonctionner à toi. exactement, Et un c'est ça. enfant Moi, qui est comme ça, qui a un TDAH, ça sert à rien de lui dire: «Sois super attentif à chaque fois que tu es en cours» parce qu'il n'y arrivera pas. c'est C'est ça, pas sa façon de faire. De même ouais, que moi, tu me donnes une deadline dans 6 mois, ça sert à rien de me dire: «Utilise les 2 premiers mois pour préparer le terrain». Je ne ouais, le ferai pas. pareil. Pareil et c'est vrai que, bah, moi je le vois par exemple, j'aime bien faire les trucs en dernière minute, mais par exemple pour l'événement que j'organise en présentiel en septembre, je l'ai fait en avance. Mais parce Mmh. que disponibilité des lieux limitée, je Ouais. suis assez exigeante, donc il y a une contrainte et le prix à payer de Mmh. ne pas avoir le lieu que je veux, me fait chier tout simplement. C'est ça. Voilà, Heu, il y a un prix à payer trop. exactement. Ouais. Trop bien. On arrive à la fin de notre épisode mon Raph, Déjà. ça Mmh. passe vite, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais partager à des personnes qui se retrouvent un peu bloquées justement dans cette, dans leur zone de confort? Parce que tu sais, on parlait de sécurité au début Mmh. et qui correspond à la norme sociétale et que soit ils sont entrepreneurs, ils ont un gros chiffre d'affaires, une équipe et cetera, c'est assez confortable au niveau des chiffres, et donc bah, il y a de la difficulté à se repositionner vers quelque chose qui les fait vraiment vibrer. Soit ce sont des salariés qui sont dans une prison dorée,
Mmh. qui sont, dans des postes assez prestigieux, reconnus, dans des belles maisons peut-être, des grosses Ouais. boîtes, et cetera. Qu'est-ce que tu pourrais leur partager? Parce que c'est ce que tu as vécu toi aussi, tout comme moi. Mmh. Ouais, déjà, moi, tu sais, cette expression de zone de confort, vraiment, je l'aime de moins en moins parce que on a l'impression que c'est parce que c'est connu que c'est confortable. Mais dans ce que tu décris là, tu peux avoir quelqu'un qui est pris depuis 10 ans dans la même situation, qui tous les jours se dit: «Mais qu'est-ce que je fais encore dans ce taf?» et qu'on considérait comme étant dans sa zone de confort parce qu'il décide de ne pas changer. Moi, pour moi, cette zone, c'est plutôt une zone de connu, c'est-à-dire c'est ce que tu connais versus ce à quoi tu aspires. Donc moi, la première chose qui est vraiment, un truc, hyper basique, mais que peut-être que du monde a besoin d'entendre, c'est, toutes les raisons qu'on se donne pour lesquelles c'est pas possible de suivre son âme, son cœur, son instinct, pour changer ce qui ne va pas. Toutes ces raisons-là, elles sont travaillables et dégommables. C'est-à-dire, on a beau avoir l'impression que c'est: «Non, mais moi j'ai des enfants, non, mais moi j'ai un crédit, non, mais moi j'ai ceci, cela». J'ai vraiment accompagné suffisamment de personnes avec le temps là-dessus, sur tous ces sujets-là, pour voir que quand on veut, quand on arrive à identifier les patterns qui se jouent, quand on trouve des scénarios qui nous conviennent et qui viennent nourrir ce qu'il y a d'important pour nous, on trouve des solutions. Donc première chose, c'est possible, même quand vous avez l'impression que ça ne l'est pas ou que le prix à payer est trop grand. Et ensuite, moi, tu vois, cette question d'inconfort et de confort, si c'est traverser un inconfort passager pour accéder à un confort de long terme, ce qui est plutôt ma politique, moi, j'invite les gens qui nous écoutent à se demander comment est-ce que ça pèse dans la balance versus se dire: «Allez, je ne fais pas l'effort de faire ce vrai travail, mais du coup, je reste inconfortable pendant toutes les prochaines années». Ça, je me demande, est-ce que si on change d'horizon temporel, est-ce que ça change quelque chose à la façon dont ils voient les choses? Et après, avec ce travail auquel on est formé, toi et moi, d'équilibrage des perceptions, ça nous apprend un truc qui est que, contrairement à l'illusion qu'on a, tout ce qu'on fait dans notre vie va comporter autant d'avantages que d'inconvénients. Ça dépend juste de depuis quel angle est-ce qu'on regarde ça. Et donc depuis ça, je trouve ça assez tranquillisant de se dire: «Il y a pas de système où il y a que du bon sans pas bon». Donc à partir de là, si j'arrête de fuir, enfin si j'arrête de poursuivre, pardon, le fantasme que ça existe, qu'est-ce que je m'autorise à créer? Mmh. Et est-ce que peut-être que je m'autorise à aller chercher un truc qui me semble difficile, mais dont je sais qu'il aura plein d'avantages aussi? Ouais, Évidemment, d'aller faire un travail sur les peurs, hein. La peur est à la base de tout, de toute la résistance au changement. Donc pour moi, c'est fondamental. complètement. Moi, je différencie, 2 types de peur. Mmh mh. La peur, qui t'active et qui te donne envie et qui va Mmh. te donner envie d'avancer, heu, parce qu'il y a du suspense, de la tension et la peur qui fait que tu procrastines, que tu es plus, Paralyse. lay down, tu vois? Mmh. Tu te laisses un peu, pousser. Il faut que quelqu'un te pousse au cul. C'est pour ça qu'il y a des Mmh mh. coachs business qui sont un peu comme ça. C'est des personnes que tu vas embaucher pour te pousser au cul à faire des trucs que tu as Mmh pas mh. envie de faire, quoi. Ouais. Et aussi, je trouve ça intéressant parce que moi aussi je l'utilise, c'est la temporalité. Souvent les Mmh. personnes, elles ont du mal à dézoomer, bah, quand c'est son propre caca. En fait, tu regardes Mmh que, mh. là où tu es. Tu regardes pas ce que ça peut t'apporter sur le long terme et sur, peut-être la temporalité d'une vie. Il y a Mmh. beaucoup d'accompagnants qui parlent, du lit de mort, tu vois? C'est tous les regrets, que tu Ouais. pourrais avoir, à la veille de ta mort. Mmh Moi, mh. je parle plutôt de: «OK, si tu pouvais kiffer ta vie chaque jour dès aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais t'autoriser à faire? Mmh. Et pourquoi tu ne le fais pas? Et donc là, on va peut-être aller voir, OK, toutes les croyances limitantes qui font que, la personne, elle le fait pas et aussi Mmh. de dézoomer. De dézoomer parce que, en fait, les gens, ils oublient souvent que, tous les inconforts, en fait, leur permet de grandir et Mmh de mh. grandir dans quelque chose qu'ils auront plaisir à apprendre et à enseigner et à transmettre et que ce soit à leurs enfants, à leurs clients, aux à toutes les personnes avec lesquelles ils sont en interaction et c'est ça, je pense qui nourrit. Après bon, j'ai une valeur de croissance et d'apprentissage assez forte, donc c'est pour ça que ça résonne pour moi. Et c'est vrai que quand on dézoome, on voit plus la courbe d'apprentissage que, Mmh. bah, l'échec, le fait de s'être trompé, le fait d'avoir Mmh. écouté ses peurs et cetera. Ah oui. Et puis en plus de ça, je pense qu'il y a un vrai travail pour dépasser cette peur-là, de, changer de perspective sur l'impact que ça aura sur les gens de notre entourage, dont on craint le plus le jugement, de suivre son cœur. Typiquement, j'ai eu ça encore il y a pas longtemps, tu vois? Avec un mec avec qui je discutais, qui disait exactement ce scénario-là.
job qui paye super bien, dans une grosse boîte, avantages de ouf et cetera, qui me disait: «J'en peux plus de mon taf, mais je peux pas, me lancer dans un truc qui me ferait vraiment vibrer parce que» exactement, «parce que j'ai une famille, parce que j'ai 3 enfants, et qu'il faut que je subvienne à leurs besoins et cetera». Et je lui dis: «OK, je comprends tout à fait cette peur de maintenant. Simplement, quand tu te réveilles tous les jours, frustré, pas content de ton travail et cetera, quel impact est-ce que tu penses que ça a sur ta femme et sur tes enfants? Mmh. Et quel modèle est-ce que ça leur donne à tes enfants de comment est-ce qu'on mène une vie?» C'est-à-dire là, en l'occurrence, le modèle, c'était privilégie avant tout, le confort financier et mets ton épanouissement de côté. Est-ce que c'est ça les valeurs que tu as envie de transmettre à tes enfants? Et quand je dis ça, ça a fait un clic, mais parce que on a l'habitude de ne voir que le danger et l'impact négatif que le fait de suivre notre rêve va avoir sur les autres. Or, ce qui est vraiment important, c'est de se demander en quoi est-ce que se donner l'autorisation de suivre l'appel de son cœur va servir les personnes qu'il y a autour de nous, Ouais. même si c'est contre-intuitif au début. Et rien que ce déclic-là, il peut déjà changer une tonne de trucs. Ouais, mais après, les gens n'ont pas toujours, c'est pour ça que ça peut être pertinent de se faire accompagner, hein, de cette ma de voir ce que tu ne vois pas, on en parlait tout à l'heure, mais c'est, de justement, quand ils ont peur parce qu'ils sont dans leur truc, parfois ils voient pas, tu vois, en quoi ça peut être bénéfique, pour leur Bien femme sûr. ou, pour leurs enfants et c'est justement d'avoir un regard extérieur qui peut les aider à le voir. En fait, Clairement. tu vois que ta Sinon, on si n'aurait pas de métier, hein. voilà, c'est ça. Bah, Trop ouais. bien. Est-ce que tu aurais peut-être, un livre ou, enfin une recommandation, un podcast, un livre, quelqu'un que tu as découvert ou qui il y a longtemps ou pas longtemps, que tu aimerais recommander, aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent? Mmh. Un livre ou un podcast? Écoute, moi, en fait, c'est marrant parce que les livres, je suis un peu, boulimique de livres dans le sens où, j'adore lire et pendant très longtemps, ma métrique, c'était genre: «Combien de livres tu as lu pendant l'année?» Alors que là, quand je me vois revenir encore et encore à un livre, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et le relire à chaque fois avec une lecture différente, je me dis: «C'est cela vraiment qui m'impacte le plus». Et il y en a un, moi, qui m'a vraiment, enfin, dont je me régale à chaque fois que je le relis, ça doit faire au moins 3 ou 4 fois maintenant, qui s'appelle le L'âme délivrée de Michael Singer et qui est un bouquin qui pour moi, met des mots à la fois hyper clairs et accessibles et vraiment fondamentaux et profonds sur comprendre comment nos perceptions influencent notre réalité et comprendre que tout est interprétation et tu vois des concepts qu'on connaît, mais qui sont, je trouve, hem, hyper bien expliqués. Donc voilà, c'est un mélange de philosophie, de conseils pratiques, un peu de enfin, voilà, moi ça me parle énormément. L'âme délivrée de Michael Singer. Bah, je mettrai, les refs, dans la description. Est-ce Yes. que enfin, comment les gens pourraient te retrouver s'ils ont envie de te contacter? Par quel réseau tu préfères être contacté? Alors je suis assez discret en ligne comme tu sais, volontairement, mais j'ai un site web qui est raphaeltorel.com et un Instagram qui est raphaël.torel sur lesquels même si je suis pas très présent, je réponds à tous les messages, qu'on m'envoie. Donc si vous avez une curiosité, une question qui vous habite, ou une envie de discuter, venez me trouver par là-bas et ce sera avec plaisir. Et j'ai plein d'autres épisodes de podcast à disposition, si vous voulez vous familiariser avec ma philosophie. Génial. Merci mon Raph, pour ton temps et la qualité, Merci pour ton invitation, vraiment, je suis très honoré. bah, avec plaisir. Je laisse les auditeurs à ce niveau de notre conversation. Je vous souhaite, une belle journée, une belle soirée selon, à quel moment vous allez écouter cet épisode et je vous dis à bientôt.